Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cloverfield, réalisé par Matt Reeves et sorti en 2009. C'est un film catastrophe prenant la forme d'un found footage. Le film prend place à New York en mai 2009. On y suit un groupe d'étudiants en fin d'études qui préparent une fête en l'honneur du départ de Rob au Japon. Durant cette soirée, après une secousse et une coupure de courant, les personnages que l'on suit descendent dans la rue. À ce moment-là, la tête de la Statue de la Liberté est violemment jetée et atterrit dans la rue dans laquelle nos protagonistes sont. Dans le même temps, il y a l'apparition d'un monstre géant qui est la cause des événements précédemment cités. Ce monstre géant va mettre l'île de Manhattan à feu et à sang, détruisant sur son passage tout bâtiment et toute forme de vie. Le personnage de Rob, accompagné de son meilleur ami Hud et deux de ses amis, Lily et Marlena, va chercher Bess, son ex-petite amie. La réalisation de ce film est volontairement brouillonne. Elle est volontairement brouillonne dans le sens où l'un des personnages filme les événements. Cet élément-là de la réalisation est dû au fait que Hud a la tâche de filmer la soirée de départ de Rob pour que ce dernier puisse emmener cela avec lui au Japon. La réalisation de ce film est donc complètement liée à l'histoire du film. On est directement avec les personnages. Quand l'un des personnages parle avec le caméraman, donc Hud, on est directement impliqué dans la discussion, mais ce n'est pas que durant une discussion entre le caméraman et un autre personnage que cela est intéressant. Cela est aussi intéressant dans le cas où deux personnages discutent. Par exemple, quand deux personnages sont loin de la caméra, on les entend moins bien, moins fort. Il y a le fait que durant les scènes où il y a de l'action, on ne voit pas tous les angles d'une même situation. On voit la scène d'un seul point de vue, ce qui renforce le stress et l'angoisse de la scène. Par exemple, quand les personnages descendent dans la rue pour voir ce qu'il se passe, l'arrivée de la tête de la Statue de la Liberté est vraiment impressionnante. Ce côté impressionnant est dû au fait qu'on n'ait pas anticipé l'arrivée d'un élément aussi brutal. Dans la même scène, quelques minutes après, il y a la première apparition du monstre qu'on ne voit pas parfaitement bien. Il y a une deuxième scène intéressante, c'est le moment où il y a le monstre qui arrive et que l'armée arrive à son tour pour lui tirer dessus. Quand notre groupe de personnages est dans la rue, ils voient l'armée arriver, ils se mettent chacun d'un côté et pendant un certain temps, une bonne minute voire plus, on voit des soldats courir et un tank passer. Et durant tout ce moment, Hud, qui filme donc, est à l'écart des trois personnages précédemment cité. Dans sa manière de filmer, on sent qu'il stresse, tout comme les trois autres personnages de l'autre côté de la rue. Ce qui est intéressant dans ce film, par rapport à d'autres films en fan footage, c'est qu'il arrive à reprendre ce qui a marché dans ce genre, dans des films comme Blair Witch, Rake ou bien Cannibal Holocaust, tout en reprenant des éléments autres. Il y a une base réelle, le film étant basé sur un phénomène appelé le bloop. Le bloop est un bruit marin ayant été enregistré et qui, le plus probablement, est dû à un iceberg, mais qui a donné une théorie sur un animal inconnu qui pourrait être gigantesque. Le film a donc eu cela comme base pour aller dans un monde complètement fictionnel. On peut rapprocher ce film du genre de monstres Kaiju Eiga, les monstres Kaiju Eiga au Japon. Les Kaiju Eiga sont des films de monstres géants. Le Kaiju Eiga est un genre apparu donc dans les années 50 au Japon, donc dans une période où il y avait la peur de la bombe atomique. Les Kaiju étant donc une réponse aux bombes atomiques. Le monstre le plus connu est Godzilla, le premier étant sorti en 1954. Pour en revenir au film et au fan footage, comme dit précédemment, le fan footage dans ce film permet d'être encore plus dans l'action du film, ce qui renforce, comme dit précédemment, le sentiment d'angoisse et de stress des différents personnages. Pour cette vidéo, je vais faire une petite partie sur les personnages. Les personnages ne sont pas spécialement développés, on les suit sur une courte période de temps. Les personnages les plus mémorables sont donc Rob, Hud, Lily, Marlena et Bess. Ces 5 personnages-là sont les personnages étant les plus visibles à l'écran. On les voit quasiment pendant tout le film. On suit au début du film aussi un peu le frère de Rob, Jason. Mais le personnage de Jason meurt au moment où le pont se fait détruire par la créature, précisément le pont de Manhattan. En développement de personnages, il y a aussi le fait que Rob veuille aller chercher Bess. Cela fait qu'on suit
le périple des personnages d'un endroit à un autre de Manhattan. Au moment où nos personnages sont dans les couloirs du métro, ils se font attaqués par des sortes d'araignées géantes provenant du monstre géant. Ces sortes d'araignées arrivent à mordre Marlena, qui sera donc la seule personnage à avoir été mordue, les autres étant donc que attaqués. Quand nos protagonistes arrivent à aller dans une station pour sortir, Marlena se sent de moins en moins bien. À ce moment-là, il tombe sur une structure médicale. Au même moment, Marlena a du sang qui coule par les yeux et meurt quelques instants plus tard. C'est vraiment la mort la plus visuelle que l'on ait vue dans le film. La tête de Marlena explosant donc après que l'on ait vu qu'elle avait du sang qui par les yeux. Après cette scène, l'un des soldats qui était là avec la structure médicale donne des indications pour pouvoir enfin partir de la ville en allant à un rendez-vous avec un hélicoptère. Durant ce laps de temps, nos protagonistes arrivent à récupérer Bess et ils vont à l'hélicoptère. On apprend que le seul moyen de tuer la créature est de la tuer avec une bombe nucléaire, ce qui fait qu'après le crash de l'hélicoptère du monstre, Rob et Bess, les deux seuls survivants, ont réussi à se cacher, mais quelques instants plus tard, il y a l'impact de la bombe et il meurt. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages font un message d'adieu à la fin, avant l'explosion. Ce sont les deux seuls survivants et ils décident au final de faire un message d'adieu. Dernière chose dont je voulais parler, c'est l'idée vraiment intéressante qu'il y a eu à certains moments des bugs de cassette. Cela résulte qu'à certains moments, on voit des vidéos du mois d'avril précédent, ce qu'il vient de se passer. Dans la vidéo du mois d'avril apparaissant à la toute fin, on voit un élément tomber qui pourrait être la créature. On la voit tomber dans le fond de l'image. Cela fait que la créature ne serait pas totalement naturelle, enfin pas totalement terrestre plus précisément, mais serait extraterrestre. Cela ferait donc que la créature découvre un nouveau monde qui lui serait hostile. Après, cela n'est qu'une interprétation de la fin. Si vous voulez qu'on discute de ça en commentaire, n'hésitez pas. Pour conclure cette vidéo, allez voir ce film, il est vraiment intéressant. Je ferai une vraie conclusion à la fin de la série de vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine pour parler de 10 Cloverfield Lane.